Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay Hello à tous. Alors j'ai pas mis le micro encore, attendez un instant. Voilà. Salut à tous. Salut Arnaud, salut Virbaya, salut le Clétus, salut Quentin. Alors... Vous m'entendez bien? On va peut-être attendre un petit peu que tout le monde se ramène. De toute façon. Salut Enzo. Ok. Parfait. Salut Léni. Alors, on va ouvrir VS Code. Hein. Aujourd'hui, ça va coder un petit peu. Hein. Salut Jonathan. Salut Arnaud. Salut Aïe. Je sais pas si on dit Aïe du coup. Ou Hey, puisque tu dis Hey Hey, donc ça doit être Hey. Salut Aurélie. J'attends encore un petit peu hein, jusqu'à 8h05, histoire que de ne pas avoir à répéter ce que je vais vous dire après. Alors, que je me réorganise un petit peu. Salut. Ah oui. Tu peux récap vite fait? J'ai vu ton premier daily dev seulement. Ouais, vous inquiétez pas, je vais faire un récap de tout ce qu'on a fait. Salut Kevin, bienvenue à toi si t'es nouveau. Moi je sais pas si vous avez vu, on est beaucoup à avoir rejoint le Discord. C'est cool. La vidéo, j'ai bien fait de vous le dire dans la vidéo d'hier, comme ça, ça a ramené du monde. J'attends juste un petit peu qu'il y ait du monde qui vient. Salut Virbaya. Je t'ai déjà dit salut, t'étais déjà là? Ouais. Oui, on va se baser sur quelque chose que j'ai déjà fait. On va pas réécrire de zéro, mais je vais vous montrer tout ça, de toute façon, vous inquiétez pas. Je vais pas prendre du code sans vous expliquer ce que je fais, etc. Je vais vous expliquer le principe. Bon, on va commencer. S'il y a des retardataires, au pire, on reprendra. Petit état des lieux de ce qu'on a fait les 2 dernières semaines, parce que ça fait quand même quasiment 2 semaines qu'on live maintenant.
Bon, comme vous le savez, on avait posé les bases sur la mind map. Alors moi, j'avais repris un petit peu. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais zoomer et tout. On avait repris... Enfin, moi, j'avais repris un petit peu les fonctionnalités. J'avais un peu revu aussi les technos qu'on allait utiliser. C'était ça qu'on avait fait la dernière fois, donc je reviendrai dessus juste après. C'est pas très important. Salut Michael. On avait ensuite commencé cette maquette Adobe XD que j'ai moi-même ensuite, sur laquelle j'ai un peu plus avancé de mon côté. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu les avancées, grosse avancée, c'est surtout là, j'ai refait un petit peu la partie menu ici. Donc oui, on est en train de concevoir la plateforme sur laquelle vous pourrez vous retrouver pour vous entraider, trouver des ressources, réaliser des projets, avoir un portfolio, etc., etc. Il y a plein de fonctionnalités. Elles ne sont pas encore toutes ultra définies, donc ça ne servira un peu à rien que je vous fasse la liste. On aurait ensuite, du coup, ici, la partie, c'est forum en gros, mais en gros, on a le global, c'est-à-dire que c'est le forum qui tient à toute la plateforme, puis le disque qui correspondrait à chaque fois à un forum, en fait, à l'intérieur de chaque layer, en gros. Et on aurait ce système, donc c'est ça qui va être un peu tricky, mais ça va être cool à faire aussi, à mettre en place, de navigation. Donc on aurait une... En desktop, ça se verra plus. On aurait une feuille principale comme ça sur laquelle on aurait, en fonction du menu qu'on a sélectionné, ce qu'on veut afficher. On aurait ici, par exemple, dès qu'on serait allé dans une autre... un pas en avant, au lieu d'avoir un machin slash machin, en gros, les feuilles de navigation se mettraient les unes par-dessus les autres. Comme ça, et puis donc moi j'ai un petit peu avancé sur ça, ça m'a pris un peu de temps à réfléchir à comment le faire correctement, mais en gros plus on va empiler, on aura toujours juste la feuille de derrière qui sera le plus visible, et en fait toutes les autres feuilles vont s'empiler comme ça, et on aura le nombre de feuilles par rapport aux petits points ici, et dès qu'on cliquera sur les petits points ça reviendra à la première, et sinon on quitte la feuille en cours pour revenir à celle d'avant ici. Bref, ça n'a pas trop évolué pour l'instant, donc voilà. Ensuite, on va avoir aujourd'hui, pour la première fois, du code à l'écran. C'est génial ça, non? Salut Sarah. Alors... Alors attendez, il faut que je me redonne les droits dessus, du coup, parce que je suis pas sur ma session principale. Un instant. Je vous mets en confidentiel 2 secondes. Voilà. Et oui, parce que je le mets dans un dossier partagé, mais du coup, des fois, j'oublie de me redonner les droits. Voilà. Et là, normalement... un instant. Voilà. Salut Roland. Ok. Là, non, c'est bon. Voilà, j'ai les droits dessus. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais me baser sur un projet que j'avais fait pour le travail. On va se le réadapter. Donc, ce que j'ai fait un peu ce week-end, c'est que je l'ai anonymisé, entre guillemets. J'ai viré tous les trucs qui sont directement en rapport avec le projet. Comme ça, j'ai pas de soucis. Et du coup, on va voir un petit peu en revue. Donc, le projet en partie front, là, l'objectif va être maintenant de mettre la maquette en œuvre, mais au niveau juste du layout. Donc, il y a quelques petites idées encore que je voudrais rajouter sur la maquette, mais je m'en occuperai. Mais voilà, ce qui serait le but maintenant, c'est d'avoir ce layout-là et de pouvoir naviguer, voir les différents
voir les différentes fonctionnalités en œuvre. Salut Léo. Alors, pour ça, à la base, c'était ce que je vous avais montré sur le fichier avec l'histoire de backdrop, machin et tout. Mais bon, si vous n'avez pas suivi, c'est pas très grave. On va sûrement pas voir le résultat aujourd'hui du code. Vous allez voir, c'est un petit peu d'ailleurs un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de coder sans vérifier tout le temps. En fait, ce que vous faites, essayez de coder en imaginant ce que ça va donner, et après vous testez, et après vous voyez si ça marche. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on ne verra peut-être pas le résultat aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Du coup, en front, on utilise... Alors je sais pas si c'est assez gros, sinon ça va être trop gros pour moi, je vous avoue, si je zoome encore, mais je pense que ça doit aller de votre côté. On va utiliser Vue et Nuxt, donc c'est le framework et le sur-framework ou méta-framework que j'utilise le plus souvent dans mon travail, donc c'est pour ça qu'on va se baser dessus, ça me permettra d'être assez efficace. Salut GSM. Et je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, normalement, quand on crée une application Nuxt, on va utiliser le terminal et on va pointer un dossier et on va dire npx create Nuxt app, en signifiant ensuite le nom du projet. Et là, je l'ai déjà fait, hein, du coup. Alors, npx, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version exécutable de npm. En gros, c'est pour exécuter du code distant. Et normalement, ça vous donne, du coup, une architecture qui fonctionne, du coup, avec le principe de Vue, hein, donc des composants, etc., etc. Et alors, Virbaya, tu veux dire coder sans vérifier si ça marche régulièrement? Ouais, c'est ça. En gros, tu codes, mais tu fais pas tout le temps, hein, tu vas pas tout le temps sur ton navigateur voir ce que ça a donné, quoi. Tu essaies d'aller le plus loin possible et ensuite tu vérifies que ça fonctionne. Tu vas écrire une ligne de code, faire sauvegarder, aller voir, revenir, etc. Ça fait perdre beaucoup de temps de faire ça. C'est dur de pas le faire au début, mais il faut s'entraîner à moins le faire. Et donc, Nuxt, c'est le framework que j'utilise. Et quand on crée une application Nuxt, on va se retrouver avec un ensemble de dossiers. Et vous allez voir que moi, j'ai rajouté des dossiers parce que j'ai une certaine manière de bosser avec. Et on va aussi améliorer un petit peu tous les éléments déjà présents. Et ce que j'ai déjà fait, on va le refactoriser. On va l'améliorer. Et ça me servira moi aussi de base de travail quand je veux lancer un autre projet, etc. Parce que j'ai pas de version propre encore de mon boilerplate, donc c'est-à-dire de tout ce que j'utilise de base. Vous voyez, par exemple, j'ai des composants de base que j'ai déjà créés, qui fonctionnent bien, mais qui nécessitent d'être, on va dire, un peu nettoyés, un peu refacto, parce qu'ils ont été surtout développés dans le but d'un projet précis. Alors, du coup, quand vous allez créer un projet Nuxt, je vais vous montrer un petit peu du coup les différents dossiers, pardon, j'allais dire fichiers, mais c'est des dossiers. Donc le premier dossier, et je vais vous dire quand c'est moi qui l'ai créé et quand du coup c'est inséré directement dans le projet quand vous le lancez. Salut Spit. Virbaya, ça alors, j'ai toujours fait le contraire avec un live server, en plus c'est vérif instantané. Oui, tu peux le faire, mais si tu veux, en fait, le fait de toujours vérifier que ton truc est bon, si tu l'as en live server, de toute façon, tous les frameworks aujourd'hui, quand tu enregistres, ça te le met en direct, mais il vaut mieux aller le plus loin possible, histoire de pas enfin, tu perds énormément de temps à aller vérifier qu'un truc fonctionne parce que ça va bloquer, tu vas devoir le réparer, etc., etc. Donc c'est voilà. Hugo, c'est vraiment codé. Bah, on va voir, hein, je sais pas. Alors, du coup, pour vous présenter un petit peu les dossiers qu'il y a dans un projet Nuxt, je vais vous le dire parce que vous le voyez peut-être pas trop à l'écran. N'oubliez pas de mettre en HD, hein, si vous n'êtes pas en HD. Le dossier Assets est créé par défaut quand vous lancez un nouveau projet Nuxt. Donc, alors pour principe, hein, je vous redis ce que c'est Nuxt. Vue, en fait, c'est un framework JavaScript qui va permettre d'avoir une organisation et des outils pour créer des applications single page, donc c'est-à-dire que le client va recevoir l'application sous forme de bundle JavaScript et ensuite elle va s'exécuter, récupérer la donnée ailleurs et alors je ne sais plus comment on dit exactement, on va dire s'hydrater en français pour afficher la donnée. La donnée n'est pas directement dans l'application en soi. Nuxt, ça va être un... Alors, Vue, c'est l'équivalent de React, Angular et tout, hein, bien sûr. Nuxt, ça va être une sorte de méta-framework
qui a pour vocation de faire du SSR. Le SSR, c'est le Server-Side Rendering. Le Server-Side Rendering, c'est comment pallier aux problèmes posés par les SPA, donc les Single Page Application, qui est que le SEO, donc c'est-à-dire le référencement sur les moteurs de recherche, est mal géré. Puisque forcément, un moteur de recherche, lui, va pas s'attarder à attendre que la donnée arrive, il va simplement télécharger l'application, du coup, voir qu'il n'y a rien et quitter et te mettre un sale score en termes de référencement, entre guillemets. Donc, pour pallier à ce problème-là, Nuxt a un fonctionnement qui s'appelle SSR et qui va permettre de créer la première page demandée par un serveur, du coup, demandée, et elle sera déjà fabriquée, en plus du bundle JavaScript. Donc du coup, ça va permettre, comme ça, pour les navigateurs, d'avoir directement une porte d'entrée qui montre de la donnée et qui va aider au référencement. Donc c'est important, je pense. Là, aujourd'hui, la question, elle ne va pas se poser de faire avec du SSR, entre guillemets, elle va se poser... On va utiliser Nuxt, mais pas pour le SSR. Pourquoi ? Parce que l'application qu'on est en train de faire là n'a pas vocation à être référencée. Peut-être s'il y avait une page principale qui présentait le club, ses avantages, etc. Là, on la ferait sûrement d'ailleurs plutôt en site statique plutôt qu'en SSR. Mais là, on peut se contenter d'une single page application. C'est pour ça que dans la configuration de Nuxt, qui est ici, le SSR est désactivé. Automatiquement, ça va nous faire une application single page. Salut 4G. Un petit coucou, je rattraperai plus tard. Ciao la team. Pas de souci, tu sais qu'il y a la VOD. Bon courage pour ta journée. Et du coup, dans Nuxt config, eh ben, ici, on a désactivé le SSR. Parce qu'on ne va pas en avoir besoin et que ça va être plus facile, du coup, aussi de l'héberger, notamment gratuitement sur Firebase, si on veut. Ainsi, je vais revenir un petit peu. Donc vous l'avez compris, c'est un des avantages, mais l'avantage aussi, c'est que, en fait, Nuxt va abstraire énormément de complexité de vue, notamment la question du routeur. Donc le routeur, c'est quoi ? C'est quand vous naviguez, c'est pouvoir changer d'URL, entre guillemets, et passer d'une page à l'autre. Normalement, vous êtes obligé de déclarer comment fonctionne le routeur, etc. Nuxt, en fait, va complètement abstraire cette chose-là, va proposer des dossiers, une sorte d'architecture, et surtout, on va avoir ce dossier page dans lequel on va retrouver un index, des sous-dossiers, etc., qui vont en fait constituer l'architecture de notre site, l'arborescence de notre site. De même, les composants vont être automatiquement, alors c'est peut-être possible dans la dernière version de Vue, je crois, mais les composants vont automatiquement être enregistrés, et vont pouvoir être utilisés globalement dans l'application sans avoir à se poser de questions. Pareil pour les assets, pareil pour les layouts, etc., etc. En gros, ça vous donne une architecture à respecter, et cette architecture-là va vous accélérer le développement énormément. En statique qui ressemble à du SPA, t'as vu Press. Je sais pas si tu connais. Ça doit être Headless CMS WordPress, c'est ça ? Je connais un petit peu, mais je suis pas trop... j'ai pas encore regardé énormément les stacks de génération de sites statiques. Pour l'instant, je me contente de ça. Du coup, aucun import. Alors, c'est pas forcément aucun import. Dans la dernière version, on n'est pas obligé d'importer. Une fois que tu as déclaré, en fait, c'est comme si ça allait te le mettre à la racine de ton application Vue. Et donc, du coup, tu vas plus avoir à mettre à chaque fois @import et dans tes composants, tu vois, tu vas plus être obligé de... si par exemple, je prends un composant InModal, tu vois, tu vas plus être obligé de alors ça, c'est pas le composant, mais en gros, tu vas... Pourquoi ça fait ça ? Alors, je sais que j'ai un collègue qui a retravaillé un peu les fichiers, donc il y aura peut-être des choses que je vais pas comprendre tout de suite. Non, ça c'est normal. Ah oui, voilà. Bon, là j'ai vraiment pris l'exemple qu'il faut pas, mais bon, c'est pas, voilà. Mais imaginons qu'ici tu veux utiliser ton composant icône base qui est ici, une base icon, voilà. Tu vas pas avoir à le re-enregistrer dans le default, en fait, enfin dans l'export default. Voilà, donc ça c'est cool. Aucun rapport avec WordPress. Ok, alors je ne connais pas. Et ça se passe comment dans Nuxt si tu veux faire des trucs un peu custom avec le routeur ? Alors qu'est-ce que tu ferais de custom avec le routeur, en théorie ? Tu veux dire par exemple envoyer de la donnée paramètres, etc. Tout ça c'est possible, tu vas avoir tu as un routeur dans Nuxt quand même, c'est juste que tu n'as pas besoin de déclarer les choses dedans si tu suis l'architecture qui t'est proposée, en fait. Donc ça, c'est un gros avantage, et je vais vous passer un petit peu en revue, du coup, les dossiers, et on va regarder un peu, moi, où j'en suis, pour voir ce qu'il me reste à faire. Alors,
Dans Assets, Assets, ça va concerner tout ce qui va être les images, les icônes, si on veut utiliser un système d'icônes autre que celui que moi j'utilise personnellement. Les fonts, si jamais on veut pas utiliser les Google Fonts, etc. En fait, tous les assets statiques, entre guillemets, vont être ici. Également, les fichiers de style, que personnellement je mets dans Assets. Je sais que l'on n'est pas forcément obligé, mais je les mets dans Assets. Et moi, dans mes projets, j'utilise SCSS. Donc vous voyez ici, ça c'est des fichiers du coup, des dossiers que j'ai créés moi-même, hein, bien sûr, ceux qui sont à l'intérieur. All assets, c'est ce qui correspond à l'ancien projet, au cas où j'ai besoin d'y revenir. Et d'ailleurs, je mets tout le temps un underscore dans les anciens fichiers pour juste savoir que je dois le revoir un petit peu. Voilà. Donc dans Images, en fait, c'est là où je vais mettre par exemple le logo. SCSS, personnellement, je gère comme ça le SCSS, c'est-à-dire que je vais avoir un fichier main CSS qui va contenir mes imports d'autres fichiers CSS, mais également des classes que j'ai déclarées moi-même et qui sont globalement accessibles à l'intérieur de l'application. Donc moi, j'utilise pas de kit UI et j'utilise pas de CSS, on va dire kit CSS. Je fais tout moi-même, je préfère. Et du coup, en fait, j'ai mes propres classes que je vais ensuite réutiliser et j'essaie de rester entre guillemets sémantique compliant, on va dire, dans le HTML, sans trop en rajouter. Mais on verra ça plus tard. Dans Mixin, dans le CSS, on va retrouver des mixins. Typiquement, vous voyez, j'ai envie... Alors, les mixins en CSS, ça va être des raccourcis pour déclarer plusieurs éléments de style. Et moi, j'aime bien avoir, par exemple, des mixins pour chaque config flex. Ça me permet d'avoir juste à importer mon flex. Et en fait, j'ai pas à réécrire à chaque fois toute la configuration. Donc, je les ai quasiment presque tous déclarés. Vous verrez après comment ça fonctionne, c'est intéressant. Salut Victor. Les media query, donc là, c'est un système qui est vachement bien, que j'utilise, qui me permet de pouvoir spécifier des règles très précises en fonction des tailles d'écran, mais au niveau vraiment, parfois, élément par élément, et vous verrez, c'est très puissant de le faire comme ça. On reviendra en détail dessus. Les sizes, pour l'instant, je ne l'ai pas rempli, mais justement, ça fait partie des choses qu'on doit refaire. Dans les plugins, il y a un plugin que j'utilise parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est le plugin Hamburger pour les menus Hamburger, qui est très bien. Mais du coup, on va pas revenir dessus. Les variables, ça va être mes breakpoints. Mes couleurs, ça va être mes couleurs de base. Donc là, j'ai remis à 0 tous les trucs. Il faudra sûrement en rajouter parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Salut Mostafa. Les REM, comme vous le savez, je vous l'ai dit, moi, j'utilise pas les pixels, j'utilise que les REM pour déclarer mes styles et mes tailles, etc. Et donc, du coup, j'ai ce système-là. Alors, c'est la première fois que je vais l'utiliser comme ça. D'habitude, je code tout en REM, mais j'écris à chaque fois le REM. Et là, je me suis dit, autant avoir une table correspondance. Et par exemple, je sais que par défaut, un 16 pixels va correspondre à un REM, etc. Mais vous allez voir que... Enfin, je vais vous montrer maintenant parce qu'on va pas revenir dessus forcément. Et ça, je l'ai dans l'ancien truc d'asset. Il faut que je le transpose. Mais en gros... Ah non, je l'ai pas là, j'ai dans le layout, pardon. Dans mon layout, en fait, je vais avoir... Voilà. Vous voyez, en fait, au niveau du style du HTML, le fait de déclarer, et on le refera sûrement parce que je veux un petit peu changer ça, de déclarer la font size et la faire changer en fonction du breakpoint, et vous voyez, c'est là où mon système de media query est effectif, et automatiquement, ça va ajuster tous nos éléments en fonction de la taille de l'écran, automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Excusez-moi. Tu te sers jamais de framework ou librairie CSS? Jamais. Jamais, jamais. Est-ce que je pourrais te demander le code en MP si tu veux pas le mettre en public? Alors ça, c'est du code, on va dire business. Je peux pas vous le mettre en accès libre, malheureusement. Mais si vous voulez, vous pouvez suivre toute la vidéo et le recopier. Mais bon, je vous mettrai des choses, vous inquiétez pas en ligne, mais peut-être pas ça. Parce que ça, c'est vraiment du code business, je peux pas le partager comme ça. Vous avez vu, je suis gêné. Non, donc du coup, non, je me sers jamais de framework ou librairie CSS, à part SCSS. Ce serait bien une vidéo sur cette organisation de fichiers avec tes différentes mixins ou organisation de variables en détail. Ouais, bien sûr, c'est prévu, je vous ferai ça dans le futur. Du coup, parce que c'est une architecture qui peut être réutilisée un peu partout. Du coup, revenons à nos moutons. J'ai aussi un fichier zindex.scss.
Alors, zindex.scss, pourquoi est-ce que j'ai un fichier zindex.scss? Il y a un truc qui est toujours problématique quand on va déclarer des zindex, donc c'est-à-dire quand on déclare la profondeur d'un élément par rapport à un autre, c'est qu'on a rarement un endroit qui centralise toutes nos règles zindex. Et donc, au bout d'un moment, en fait, on va tous faire la même chose. On va mettre 1000, 5000, 9000 pour être sûr que ça va par-dessus l'autre, mais on s'y perd complètement. Le fait d'avoir un endroit où on va déclarer tous nos zindex, et ben, ça va nous permettre de retracer tous nos éléments et de savoir précisément par où, lesquels sont placés par rapport. C'est lundi matin, hein. Lesquels sont placés par rapport les uns les autres. Bref, vous avez compris. J'ai du mal à. Alors. Ensuite, le dossier components. Spit. C'est surtout pour le mixing et tout. Ouais, vous inquiétez pas, je vous mettrai. Ça, c'est des choses, je peux vous le mettre en ligne, mais encore une fois, il faut que je l'améliore. Je vais pas vous mettre la version comme elle est aujourd'hui parce qu'elle est pas ouf. Donc, je préfère vous l'améliorer. Et une fois qu'elle sera faite, je vous mettrai mon fonctionnement SCSS. Il n'y a pas de souci pour ça, par contre. Virbayer. Oui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas le code complet, surtout les éléments préparés d'avance comme les mixing fonctions. Ouais, vous inquiétez pas. Tout ça, je vais vous le mettre, je vous le mettrai, mais on va le nettoyer ensemble, on va l'améliorer ensemble, et une fois qu'il sera propre, je vous le mettrai et vous l'aurez, vous inquiétez pas. Alors, comment est-ce que je fonctionne au niveau des composants? En termes de composants, le but, ça va être de, bien sûr, factoriser nos éléments. Donc, moi, je travaille avec 3 dossiers à chaque fois. Je travaille avec un dossier base, un dossier core et un dossier scoped. Mon dossier base, il va contenir tous les éléments de base, c'est logique, type bouton, carte, icône, les inputs, les placeholders, les select, les spinners, les tabs, les toggles, tous les trucs de base, le logo par exemple, tous les trucs de base, en fait, vont être dans cet endroit-là. En général, c'est une réinterprétation des éléments natifs HTML. Mais typiquement, dans un base button, faudra vraiment que le nettoyer parce qu'il est vraiment dégueu. Mais moi, j'aime avoir une fonction de loading. Donc, j'aime avoir un truc où je lui envoie une props qui lui dit « t'es en train de charger » et ça charge et ça le disable. Voilà. Ensuite, base, on a vu. Core. Core, ça va être, on va dire, des constructions faites à partir d'éléments de base. Donc, typiquement, un formulaire, il va y avoir... Bon, là, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est un peu complexe, je vous montrerai ça plus tard. Vous voyez, là, en gros, le menu, c'est une construction faite avec des éléments de base. Donc, je vais forcément avoir dans Core tous ces éléments, par exemple, le menu... ça peut être si spécifiquement dans une page il y a un ensemble à créer. Alors non, là pour le coup ça va pas être comme ça, mais bon. Bref, c'est des choses qui sont réutilisables, mais qui sont des constructions. Et scoped, ça va être des choses qui ne sont pas réutilisables, mais qui sont des constructions. Je sais pas si vous voyez la différence. En gros, typiquement mes éléments, voilà, par exemple, je vais avoir mon formulaire de confirmation d'email, et enfin c'est pas un formulaire du coup, mais ma div avec une confirmation d'email, je vais pas, voilà, vous voyez, je vais utiliser un élément de base pour l'entourer, mais elle n'a lieu d'exister qu'à un seul endroit, et donc du coup scoped, elle est à un seul endroit, elle ne vise qu'un seul endroit, voilà. Et je pense que c'est une bonne organisation de faire comme ça. Config, qu'est-ce que ça va concerner config? Alors, comme je vous le dis, c'est un projet que j'ai rapatrié, que j'ai codé de A à Z, mais c'est un projet où il y a des choses qui vont être très métiers, donc qui vont concerner vraiment l'application, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir réutiliser. Contextual, ça va être tous les éléments quand on va abaisser la backdrop qui vont se retrouver derrière. J'ai besoin d'avoir un endroit où je les enregistre pour ne pas avoir à... En fait, si vous voulez, pour les générer, pour les afficher dynamiquement, j'ai besoin qu'ils existent dans le composant qui va les utiliser, et donc pour ça, je suis obligé de créer un endroit pour les centraliser. C'est un peu abstrait, mais vous verrez dans le futur. Menu. Dans menu, je vais avoir tous mes, on va dire, tous mes paramètres du menu, c'est-à-dire les... vous voyez un petit peu comment c'est. L'icône du menu, la route qui correspond au menu. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas dedans de base. Hein. Config, c'est des fichiers que je me fais moi-même qui vont voilà, régler le menu dans ce cas-là.
moi j'aime bien avoir ce système-là, que ce soit une fonction en fait dans laquelle je peux envoyer un rôle et si j'ai besoin d'afficher ou pas des choses, ben, je vais pouvoir filtrer par rapport au rôle. Vous voyez, j'ai du conditionnel et voilà, il faut que ce soit une fonction, hein, bien sûr, pour faire ça. Les messages, ça va être tous les messages. Alors j'ai fait une petite faute. Erreur message. Je vous le dis, hein, j'ai anonymisé, normalement il y a plein de trucs. Et du coup, là, je vais avoir tous mes messages, typiquement ce qui va s'afficher dans les alertes, dans les messages d'erreur, tous les messages vont être centralisés ici. Les modals, ça va être le même. Alors, les modals, c'est des trucs qui s'affichent en surimpression. Ça va être le même principe que les contextuels, c'est-à-dire que c'est des objets que je vais charger dynamiquement. Et pour les charger dynamiquement, il faut qu'ils soient enregistrés quelque part. Je parle pas de l'enregistrement comme dans les composants vue classiques où on va enregistrer. Enfin, si, en fait, c'est ça. Mais c'est pas l'enregistrement global de vue que j'utilise. C'est juste un import-export de tous les composants. On verra ça plus tard, encore une fois. Là, ça va être la page, mais ça n'a plus trop de sens forcément parce que je veux plus utiliser ce système-là. Mais en gros, c'est tous les éléments propres à une page, toute la configuration d'une page, par exemple. Voilà. Et les routes, c'est un endroit où je vais centraliser mes routes pour éviter de... entre guillemets, ça va être les constantes de route. D'ailleurs, on pourrait les mettre en majuscule. Excusez-moi, je reviens dans un instant. Ouais, il fallait juste que je regarde un truc. Alors, Forms, qu'est-ce que c'est Forms? Alors, Forms, ça va être... Salut Florian. Forms, ça va être... Moi, j'utilise un système qui a été d'ailleurs... Dans la vidéo, je vous conseille d'aller voir un petit peu les expérimentations des corps développeurs pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient et tout. Je crois que c'est une femme qui travaille pour Vue, quoi, dans le projet Vue, et qui... du coup, donner cette manière de faire qui est géniale, c'est de générer dynamiquement en fait ces formulaires à partir de configurations JSON et les validations, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'embêter à chaque fois qu'on veut créer un formulaire à écrire tout le composant du formulaire, faire nos validations champ par champ, etc., etc. C'est très 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 lourd à faire. Et je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, j'ai où est-ce qu'il est? Alors ça doit être dans corps. Voilà. J'ai un composant dynamic form qui va s'occuper lui-même, à partir d'un schéma JSON, de générer le formulaire avec ses règles de validation. Et donc, du coup, je vais me retrouver à juste avoir à écrire des champs. En fait, je vais juste déclarer les champs. Donc là, ça va être le champ email, ça va utiliser le composant machin. Il va avoir tel label, tel placeholder, il va être de type comme ça, les validations viewLeadDate, elles vont être ici, etc., etc. Et automatiquement, en fait, ça va générer le formulaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très puissant et très cool. Et du coup, c'est Schema Driven Forms, si vous voulez chercher sur Google. Alors, et donc dans Forms, en fait, je vais avoir tous mes schémas de formulaires. Là, je les ai laissés comme ça, je les ai anonymisés, mais normalement, ils correspondent chacun à un formulaire. Ensuite, dans Helpers. Helpers, ça va être des fonctions que je vais réutiliser globalement. Donc en général, je vais les enregistrer sous forme de helpers pour pouvoir les réutiliser avec la fonction $, pour pouvoir y avoir accès partout. Alors là, typiquement, vous voyez, c'est des trucs que je me souviens pas avoir fait forcément. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, le compresseur d'image, mais bon, ok. Ça, je sais, c'est pas moi non plus, je pense. Et ça, par exemple, c'est la fonction... Alors, je vous dis n'importe quoi, c'est pas dans Helpers que je fais mes fonctions accessibles partout, c'est dans Plugins. Là, ça va être juste en fait, des fonctions que je peux appeler. Et là, typiquement, c'était... c'était quoi, ça? Oui, non, c'est la fonction, justement, pour créer, je crois, les règles de validation à partir des JSON dans les dynamic forms. Alors, le layout. Layout, en général, j'utilise 3 layouts. J'utilise un layout. Alors là, c'était pour un projet qui n'avait d'existence que dans un back-office.
Donc il faudrait en théorie prévoir un public, par exemple, si on veut refaire une page publique. Mais en gros, là, le layout, ça va être ce qui va organiser la page et qui sera redondant de page en page et sera toujours présent, ne va jamais bouger, puisqu'en fait, l'objet Nuxt, ici, le composant Nuxt, va être la page en cours. Donc en fait, tout l'habillage, et c'est ça qu'on va faire quand on va coder, tout l'habillage va être dans Nuxt. En fait. Enfin, tout l'habillage va être autour de Nuxt. Et du coup, je peux déclarer des middleware. Typiquement, donc les middleware, c'est des fonctions qui vont être exécutées avant le rendu de la page pour vérifier ici, par exemple, si je suis authentifié ou pas. Et je vais pouvoir aussi faire d'autres choses, mais bon, ça, c'était dans le projet, donc on s'en fout un peu. Je vais avoir une page d'erreur, donc ça va être pareil, un template pour la page d'erreur. Là, ça va être un template pour tout ce qui est les étapes pour se connecter, créer un compte, retrouver son mot de passe, etc. Voilà. Et dans mes middleware, je vais avoir typiquement quelque chose pour vérifier que mon token est encore valide. Là, c'était une autre façon de faire puisqu'on utilisait GraphQL et Apollo, donc ce ne sera pas forcément pertinent, mais ce sera le même principe. Il faudra vérifier que la personne est authentifiée. Si elle ne l'est pas, tu dégages, redirect, etc. Les modèles. Les modèles, j'en avais pas fait, mais là, je vais en faire dans cette version. Et du coup, en fait, c'est juste des classes JavaScript tout simplement pour déclarer des modèles, avoir des fonctions sur les modèles, etc. C'est des classes, quoi. Node module, c'est tous les modules Node. Les pages, une page, en fait, ça va être l'intérieur de ce qu'on voyait dans l'objet Nuxt. Et en fait, on va pouvoir naviguer slash machin et ça va revenir comme ça. Alors. Victor, comment tu as fait pour changer la couleur de VS Code? Là, j'ai un thème, c'est le thème Synthwave, je crois. Je sais plus. J'aime bien, si vous l'avez pas remarqué encore, j'aime bien cet univers-là. Ouais, c'est Synthwave 84. Juste, j'ai installé ce thème-là. Et normalement, ça fait un peu effet glow et tout, mais ça bug un petit peu l'effet glow, donc il n'est pas activé par défaut. Et sinon, je sais pas, au fur et à mesure, j'ai changé les couleurs, etc. Spit, comment on utilise ça avec du I18N l'internationalisation, je parlais des formes JSON. Comment on utiliserait ça avec de l'internationalisation? Tout simplement, en fait, au lieu d'avoir... attends, si je retourne par exemple dans mes formes, au lieu d'avoir ici directement ta strings, en fait, ce serait la clé pour aller retrouver la strings, et ensuite tu la gérerais en front directement. Tu mettrais pas la strings en blanc comme ça. Et d'ailleurs, ça pourrait être très bien l'objet d'un autre truc config dans lequel tu recenses tes différentes clés et tout. Voilà. Pour l'instant, j'utilise pas... Enfin, si, j'ai déjà utilisé dans un projet, mais pas dans celui-là. Donc, j'ai pas eu encore à le faire, mais c'est comme ça que je ferais en gros. Tu vois, typiquement, je mettrais label email user et j'irai récupérer avec i18n la clé en fonction. Dans plugin. Donc plugin, c'est là où en fait je vais avoir soit des plugins vus qui vont être réinterprétés entre guillemets en mode Nuxt pour pouvoir comment dire, être utilisé sur Nuxt. Donc par exemple là c'est un circular progress parce que j'ai pas envie à chaque fois d'avoir codé un circular progress, et il est très bien celui-là. Donc j'utilise le circular progress de ce plugin vue qui est vue ellipse progress, et en gros on déclare ici que vue va utiliser, etc., etc. On l'importe ici. Pareil pour ViewLeadDate, pareil pour View2TouchEvents, ça c'est pour pouvoir avoir par exemple des events de swipe, des trucs comme ça. J'ai un parseur de date, voilà, qui me permet de très rapidement pouvoir afficher des dates correctement. Donc j'utilise Day.js, faut plus utiliser Moment, c'est plus d'actualité. Utiliser Day, c'est très bien. Les notifications, donc j'ai un système de notification, en fait, je vous montrerai, mais de notification en mode, c'est des petites alertes qui viennent se placer toutes seules. On va le refaire propre, ça d'ailleurs. Kaji, si on n'est pas bon en JS, on peut suivre? Bien sûr. C'est des principes, surtout, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de comprendre tout le code. Speed, je me rends compte à quel point je suis si junior. Mais t'inquiète, ça c'est je te dis, là c'est un projet qu'on prend qui a été fini, donc faut pas que tu te dises c'est une montagne, et c'est une montagne, mais c'est une montagne, je crois, il y a deux mois de travail sur ce projet, donc
Et c'est de l'expérience qui fait. Et là, moi-même, je vais l'améliorer. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose de parfait, loin de là. Et tu vois une version presque finie, en fait. Donc, faut pas que t'inquiètes pas. C'est tout ce que je peux te dire. Dans statique, ça va être tous les éléments statiques typiques, bah, le five icon, etc. Je sais jamais, je pense que les éléments statiques, ils vont pas être compilés de la même façon que les assets. Mais en théorie, c'est un peu la même chose. Et le store, ça va être Vuex, du coup. Et le store, c'est quelque chose qui permet d'avoir des éléments, des données centralisées, entre guillemets, et de pouvoir faire communiquer les composants les uns avec les autres, sans avoir à toujours envoyer de la donnée aux composants, etc., faire des cascades des cascades et des retours de cascades pour avoir de la donnée. En fait, là, c'est un endroit qui centralise tout. J'ai pas fait ça propre dans ce projet-là. J'aurais dû le faire sous forme de module, en fait. Mais en gros, ça ressemble un peu à ça. Et du coup, il est énorme, mon fichier. J'avais fait juste un fichier app, et au fur et à mesure, j'ai pas eu le temps de le refact. Donc, les choses se sont un peu enchaînées. Mais on veut avoir voilà, le state global de l'application, donc l'état global de l'application, avec tous nos, euh, toutes nos propriétés, les mutations de ces propriétés-là, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont être modifiées, et les actions pour les appeler et faire des choses avant si besoin, etc. Ça paraît hyper... Faut pas que vous ayez peur en voyant ça, parce que c'est très métier et ça n'a pas de sens, et on va reprendre tout ça de façon plus propre, hein, vous inquiétez pas, vous verrez. Florian, je fais pas de JS mais je comprends ce que tu dis donc je suis content. Bah oui, c'est ça en fait, vous pouvez suivre même si vous n'avez pas fait de JS, hein, c'est le principe qui est intéressant, c'est pas forcément que le code, et de toute façon vous allez voir que y a beaucoup de choses si vous faites pas du JS qui vont se rapprocher quand même, etc. etc. Je pense que c'est intéressant à faire quand même. Et vous voyez, en fait, là, par exemple, typiquement, dans Next, si je fais index, enfin, ce sera pas index, du coup, ce sera slash start, et ensuite slash login, je vais tomber sur la page login, par exemple, etc., etc. Mais vous verrez ça en action un peu plus tard. Alain, bonjour Hugo, désolé, je savais pas que tu live tous les matins, je suis un petit peu en retard. Pas de souci, t'inquiète pas, au pire, t'as la VOD. C'est très métier, ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est un terme, hein, j'avoue, quand on n'a pas bossé encore, ça peut paraître un peu abstrait. En fait, ce qu'on appelle la logique métier, c'est ce qui va attraire directement à ton projet. C'est-à-dire que tu veux créer, je sais pas, on prend Instagram, par exemple. Je sais pas si c'est un bon exemple, ça. Non, on va prendre, je sais pas, une application, la SNCF. Allez. Tu prends l'application SNCF. Il y a énormément de choses qui pourraient être transposées d'une application à l'autre. Typiquement, le menu en bas, la navigation, les machins, ça c'est de la logique pas métier. C'est de la logique qui va être complètement, entre guillemets, disponible pour tout type d'application. La logique métier, c'est ce qui va être spécifique à ton projet, ton application. Donc, dès que tu vas faire quelque chose, entre guillemets, qui a un rapport avec le métier que tu veux exprimer, c'est un peu compliqué à expliquer comme notion, mais c'est ce qui a trait directement au projet et pas globalement, quoi. Donc la logique métier. Voilà, je sais pas si c'est clair. Et c'est très métier, quand je dis c'est très métier, c'est que ça avait un rapport direct avec ce projet-là, et pas forcément dans le cadre que nous, on va utiliser. Voilà. Logique commune, du coup, je dirais, ouais, pour ce qui n'est pas métier, du coup. Voilà. Alors, déjà 8h43, c'est fou comme ça passe vite. Alors, je vous le dis, ça, je vais peut-être un petit peu aussi avancer de mon côté sur le code, parce qu'il y a du nettoyage à faire et ce sera pas forcément le plus intéressant. Mais de toute façon, vous ratez rien de spécial sur le nettoyage, mais on va le faire ensemble quand même, hein. Du coup, on va commencer à un peu nettoyer nos composants. Là, j'ai toujours un composant base, mais en vrai, ce que je devrais faire, c'est c'est comment ça s'appelle? C'est quelque chose qui me génère le code, un snippet sur VS Code. Moi, je l'ai là, je le copie ou je duplique le fichier et je le réutilise. Bref, en tout cas, mon fichier base, il ne va plus avoir à utiliser ça. Je vais juste me laisser ma syntaxe comme ça pour pouvoir la réutiliser. Je vous le dis, je réutilise tout le temps les trucs, hein, donc des fois, il y a des choses, des syntaxes, j'oublie et je vais juste les récupérer ailleurs, donc faut pas s'inquiéter si vous me voyez aller récupérer un truc à droite, à gauche, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut faire, on n'a pas tout dans la tête tout le temps.
Et typiquement, comme je passe d'un langage à l'autre, d'un truc à l'autre, ben, j'oublie des fois que je peux déclarer mes classes dynamiquement comme ça, et donc l'avoir sous les yeux quand je suis pas dans le projet. Après, ça va hein, quand je suis dans le projet, mais ça me rappelle que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alain, vous faites quoi comme projet? On fait la plateforme de... Attends, je réponds juste à Virbaya avant. La logique métier, c'est tout ce que tu nettoies pour utiliser ton code pour une autre app. Exactement, là je vais je vais enlever toute la logique métier pour le coup, tu vois. Voilà, exactement. Alain, vous faites quoi comme projet? Alors on fait la plateforme, le Cool Dev Club, donc c'est-à-dire la plateforme sur laquelle moi je vais pouvoir vous proposer de la formation aussi, et vous allez avoir tout un ensemble d'outils, d'aide pour réaliser des projets, un aspect très communauté, et ça devrait ressembler un peu à ça. Je te le remets. Voilà. Mir M, c'est toi qui as déjà codé tout ça? Et oui, mais pas ce matin, ne t'inquiète pas. Mais oui, c'est moi qui ai déjà codé tout ça. Mais quand tu travailles, t'as le temps, pendant ton travail, de le faire. Alors, typiquement, bah, on va avoir le temps de nettoyer, par exemple, le bouton de base. Du coup, on va reprendre un peu ligne par ligne ce que j'avais fait. Et moi, j'ai déjà commencé à nettoyer mon SCSS, comme je vous l'ai dit. Du coup, je sais qu'il y a des choses qui seront plus forcément pertinentes. Donc là, mon bouton de base, les objectifs qu'il a, et d'ailleurs, le jour où on veut faire des tests, ce serait bien de se baser là-dessus, parce que bon, il faudrait que je fasse des tests, j'en fais pas malheureusement sur mon front, il faudrait que j'en fasse. Mais en gros, je vais commenter comme ça en haut, et je vais dire un petit peu ce qu'il devrait faire, et après, ce serait typiquement ce qu'on devrait tester en termes de tests unitaires. Du coup, en termes de fit, qu'est-ce qu'il doit faire ce bouton-là? Ce bouton-là, il doit être capable il doit être capable de afficher un loading. Donc, must display loading from props, par exemple. Vous voyez, juste se faire le petit commentaire en haut pour organiser notre truc, ben c'est pas mal parce que ça permet de... D'ailleurs, c'est le principe du test-driven development, c'est-à-dire que vous allez écrire d'abord des tests, vous allez d'abord écrire vous allez dire, voilà, le bouton doit faire ci, vous allez écrire le test, vous allez le faire échouer, puis après, vous allez le faire réussir. On reviendra sur les tests un jour, moi j'en fais pas parce que j'ai pas le temps de le faire, malheureusement, mais voilà. Alain, c'est du Vue.js? Oui, c'est du Vue.js, c'est Next, mais derrière c'est Vue. Alors, il doit afficher un loading à partir des props. Il doit must have a hollow mode. Alors, ce que j'appelle hollow mode, c'est en gros le bouton il va pas être plein, il va avoir un contour. Il doit avoir must be disabled from props. En gros, c'est tous les trucs que je veux vérifier avec mes props. Voilà. Et il doit pouvoir afficher une icône si must display icon if and from props. Voilà. En gros, là, on a la liste de ce que je veux que mon bouton fasse aujourd'hui. Salut Olivier. Bonjour Hugo. Comme d'autres, je pense que je ne peux pas toujours regarder tes lives. Serait-il possible que tu envisages de les poster sur YouTube en review? Continue comme ça, c'est cool. Tu as une chaîne secondaire en VOD. Faut pas que t'hésites, va t'abonner et t'as toutes les VOD dessus. Et après, des fois, je ferai de temps en temps un récap de tout ce qu'on a fait, mais bon, ça me prend un petit peu de temps, donc il faudra que je le fasse, mais vous aurez de temps en temps sur la chaîne principale un récap de tout ce qu'on fait. Florian, haha, les fameux tests dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais le temps de faire. Bah ouais, mais ça, moi je pousse pour qu'on les fasse, mais bon, écoute, c'est le business, hein, on n'a pas tout le temps de faire ce qu'il faudrait. Arnaud, les lives sont dispo sur deuxième chaîne, ouais, c'est ce que je te disais du coup. Du coup, revenons ici, et il faut... on va nettoyer un peu ça. Alors, par rapport à... Et on va vérifier qu'on remplit toutes nos fits, du coup. Pourquoi est-ce qu'ici j'ai mis small? Parce que je voulais que mon texte soit en small. Mais à quoi correspondait small dans mon ancienne version? C'est là où ça va être intéressant de regarder. Small, c'était 0,75 REM. Ce qui fait que dans ma nouvelle version, j'ai donné combien? 0,75, ça devait correspondre à REM 12. Bon.
Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on fait... c'est vraiment petit, 12. Bon, on va reprendre un petit peu quand même comme on avait fait. Et du coup, c'est FSSM maintenant, le nouveau nom de la classe. Pour font size small. Voilà. Donc je vais la modifier. Et je vais aussi changer un truc que j'avais fait, c'est qu'à chaque fois, je déclarais une classe du nom de mon composant. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en ID. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus pertinent, vu que de toute façon, ce sont des éléments. Et vous voyez, là, j'allais faire une erreur. Il faut pas que je fasse ça, et je sais pourquoi je l'avais pas fait. Parce que si j'ai plusieurs boutons de base, ben, ça risque de me... Je sais plus si Vue le fait automatiquement. Mais bon, mais j'ai plus envie de l'écrire comme ça. Donc on va refaire un peu mieux comme ça. Alors, c'est quoi qui est mieux? C'est quoi la différence entre React et Vue? React, t'auras plus de boulot. Mais Vue, c'est plus agréable, je trouve, perso. Mais tu fais la même chose, ouais. Speed, comme je te le dis, tu peux faire globalement la même chose, c'est sur l'organisation qui est différente, ouais. Madison, salut, si t'as le temps, pense à faire des tutos Vue.js, ça aiderait beaucoup, merci. On va faire mieux que ça. Vu que la plateforme là, on l'a fait pour que vous ayez des ressources, vous allez retrouver tout ça le jour où ce sera fait. Mais oui, je ferai des... Vous inquiétez pas, il y aura des trucs sur Vue, etc. Alors, cette propriété d'été, c'était pour avoir un dark theme, à la base que je voulais mettre en place. Je préférerais avoir un système de thème global, donc pour l'instant, on va pas le mettre. Donc ça, cet élément-là, c'est pour déclarer des classes dynamiques en fonction d'une condition ou depuis un élément externe, etc. D'une variable ou autre. Donc là, typiquement, je vais avoir une classe isLoading. On va même pas avoir besoin de mettre is, on va garder loading. Et ma prop, c'était isLoading, mais on va mettre loading, parce que ça suffit. Holo et disabled, on va les conserver. Et du coup... alors, je crois même que je peux me permettre... Ouais, je crois que je peux me permettre de faire ça. Je peux me permettre de juste mettre loading, du coup, puisque c'est le même nom. Et il va l'utiliser, en fait, comme... je crois, si je dis pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je crois. On revérifiera, mais bon, normalement, c'est ça. Florian, tu comptes te lancer dans des tutos à l'avenir ou rester sur le format de vidéo que tu fais actuellement? Pour l'instant, ce sera... En fait, si tu veux, j'ai envie de le faire, hein, de faire les... J'ai envie de faire des trucs pédagogiques un peu plus poussés, parce que je vous le dis, hein, ça fait genre... ça fait presque un an que la chaîne a été lancée, il n'y a pas une ligne de code pour l'instant sur les vidéos. Donc j'aimerais bien le faire, mais en fait, j'attends d'avoir fini cette plateforme-là pour potentialiser le truc, c'est-à-dire que ben, dans chaque vidéo qui serait du code, ben, je peux renvoyer les gens ensuite sur le Cool Dev Club, tu vois. Donc je pense que c'est important. Le type ici, je compte... Ah oui, excuse-moi. Spit, t'es bien sur Mac, toi? Je me demandais si les PC supportaient... Ah, sur les Mac? Ouais, bah oui, regarde, ça marche bien. Ouais, je suis bien sur Mac, j'aime bien Mac. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Sur le projet du Cool Dev Club, ça fait des mois que j'y pense. Que je le conceptualise dans ma tête. Et là, ça fait 2 semaines qu'on le fait un petit peu plus concrètement, même si moi, derrière, je le fais un peu aussi. Après, ce projet-là, précisément, c'est un projet qui a mis 2 mois et demi à être fait. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme le levain. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que d'un projet à l'autre, on va toujours réutiliser une base qu'on aura améliorée et qu'on va transposer de projet en projet. Donc, c'est un projet, en fait, qui... et n'est que l'aboutissement de chaque projet que j'ai fait depuis 3 ans presque. Si je peux dire ça comme ça, même si j'ai refait énormément de trucs à zéro, mais je réutilise toujours des choses que je fais moi-même, donc voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire d'ailleurs, si vous voulez être efficace. Speed, je pense, me prendre le MacBook Air M1. Prends le MacBook Pro, économise un peu et prends le MacBook Pro. Tu seras tranquille plus longtemps, je pense, et au niveau portabilité, ils sont très... le MacBook Pro 13 pouces est très... très portable, c'est celui que j'ai conseillé récemment à quelqu'un que je connais bien, s'il regarde cette vidéo. Florian, ça marche, je comprends, cool. Bah très bien, parfait. Alors, du coup, pourquoi est-ce que j'avais besoin de mettre disable là? C'est parce que comme je vais traiter
je vais traiter des classes, des styles un peu custom. J'ai besoin d'avoir un style custom disabled parce que le style de base du bouton ne me va pas quand il est disabled. Donc j'ai besoin de récupérer. Mais je crois que je pourrais le faire avec un pseudo-élément. Je crois que je peux le faire avec un pseudo-élément CSS d'ailleurs. Une pseudo-classe. Alors les pseudo-classes en CSS, ouais, je crois que c'est ça. Mais pourquoi? Ah non, 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 je suis bête. Non, je suis pas bête. Bon, on va le commenter pour l'instant et on va essayer de voir si on peut le virer. Ah, je peux pas commenter directement. Bon, on verra plus tard, mais je pense que je peux viser directement le bouton en fait en mettant la pseudo-classe disabled. Ouais. Richard. Speed. Oh là, c'est cher, monsieur. Oui, mais les investissements que tu fais maintenant, tu les feras pas plus tard, c'est ça. Il vaut mieux mettre 200 € de plus aujourd'hui plutôt que racheter un truc dans 5-6 ans, alors que ça te permettra de le garder plus longtemps, peut-être. Mais il est bien, hein, le MacBook Air, hein, je te déconseille pas. Faut aussi que je prenne un PC fixe. Et ben, c'est là où... Oui, ben, si tu veux un PC fixe, peut-être pour jouer. Hmm. Sinon, moi, je prendrais un MacBook Pro et je le brancherais, si j'étais toi. Et je prendrais pas de PC fixe, du coup. Richard, métier SNCF, exactement, c'est ça, c'est ce que tu dis pour la logique métier. Guillaume, salut Hugo, le Mac M1 est bien pour développer, il est génial. Il est génial, alors tout n'est pas encore 100% compatible avec la nouvelle architecture, mais franchement, quasiment tout est fonctionnel aujourd'hui, et c'est incroyable ce que Apple a fait sur ses derniers processeurs, donc ouais, si vous voulez, il est génial. Après, c'est cher, bien sûr. C'est cher, mais franchement, pour le coup, c'est le rapport qualité-prix est bon pour une fois, donc... Ah ok, tu as déjà créé la bêta. C'est pas vraiment la bêta en fait, c'est que des éléments que je récupère et que justement on est en train de nettoyer et donc c'est pas vraiment une bêta, c'est plus une base on va dire. Virbaya, jamais eu de Mac entre les mains encore, tout le monde a l'air de dire que c'est très différent mieux. C'est très différent. Après est-ce que c'est mieux, chacun est libre de le décider. Alors, typiquement, ici, je vais voir, je vais continuer un petit peu. Donc disable, c'est parce que je peux disable directement. Donc en fait, j'ai pas besoin de ça, je pense, parce que je vais pouvoir récupérer avec ma pseudo-classe, puisqu'il va l'intégrer lui-même en mettant disable ici. Le type, j'en ai besoin, parce que je dois dire si c'est un bouton. Vous voyez, typiquement, là, c'est pas clair. Ça, c'est quelque chose, il faudrait que je le documente un peu. Le type, c'était, je crois que j'ai bouton... Ah oui, type submit, etc. Ok. Ça, je vais l'écrire. C'était ça. Submit, normal, en gros. Parce que submit, il va agir différemment s'il est à l'intérieur d'un formulaire, par exemple. Et du coup, j'avais la classe bouton texte. Et du coup... Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pas en bouton texte, c'est button content, qu'il faut dire plutôt, puisqu'il peut y avoir une icône et le texte à l'intérieur. Et du coup, l'icône est conditionnée. Et on va du coup appeler ça button icon. En théorie, j'ai même pas besoin de remettre bouton à chaque fois, mais bon, pour moi, c'est plus... J'ai peur qu'il y ait des effets de bord, des fois, si je mets juste icône, etc. Alors, c'est un peu particulier quand on va donner une classe à un élément... à un composant directement, mais ça marche. Hein. Ça va juste, en fait, envoyer la classe à l'élément en dessous. Speed, ça serait bien pour jouer sur le PC fixe. Ouais, donc c'est une autre problématique. Alors, du coup, on va avoir notre classe bouton icône. Ça va être conditionné si on envoie une icône. L'icône, ça va être l'icône. Vous verrez après hein, le composant base icône. Hein. Celui-là, faudra le revoir. De toute façon, la size small, ok, mais du coup, j'aimerais que ça change, que ce soit partout le même... Vous voyez, là, j'ai mis SM, donc il faudrait que ça suive la même logique. Et couleur primary de base, ok. Mais pareil, en fait, si je change la couleur du bouton... Ah, donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Donc, on va se mettre un petit to-do. C'est... allow button color to change.
change customisation. En gros, c'est je voudrais que je suis pas obligé d'utiliser la couleur primaire que je vais déclarer, je vais pouvoir utiliser n'importe quelle couleur. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, dans le projet que j'avais fait. Et là, je vais retrouver mon texte. Ok. Très bien. Et du coup, ce que je préférerais faire, là, c'est au lieu d'avoir une props texte, c'est d'utiliser le slot, en fait, pour pouvoir mettre directement mon texte au lieu de le mettre en props. Du coup, on va faire ça ici. Alors, slot, ça va être... en gros, je vais pouvoir mettre mon composant en balise, comme une balise, et ce qui va être entre les deux balises va se retrouver dans le slot, en fait. Voilà. Ce qui fait que j'ai plus besoin de texte. Type, on le conserve. IsLoading, il a changé. Donc, IsLoading, c'est devenu loading, juste. Disabled, on le conserve. Holo, on le conserve. Et icon, on le conserve. Voilà. Donc dans Vue, on déclare les props, donc c'est-à-dire les propriétés qu'on va envoyer aux composants comme ça, sous forme d'objet, et enfin qu'on va recevoir ici, hein, mais on les envoie depuis l'autre composant où on va utiliser. Et moi, je déclare toujours s'il est required. S'il n'est pas required, je vais lui donner un default. Et je déclare toujours son type, comme ça j'ai des erreurs avant la compilation. Bon, bah, il est bientôt l'heure. Je veux juste finir ça. Donc on va dépasser un tout petit peu, parce qu'après, on va perdre un peu de temps. Le base spinner, ça c'est pour remplacer, pour avoir le truc qui spin. Et la classe, on va mettre button loader ou button spinner. Voilà, pour rester compliant avec... Et d'ailleurs, on va faire plutôt base button. On va être très sémantique, on va faire ça, regardez. C'est mieux. Voilà. Base button spinner. Je veux juste terminer ça avant d'arrêter le live. Donc base button, c'est devenu base button. Ça, c'est une petite mixin. Je sais même pas si je l'ai récupéré. Je crois pas que j'ai récupéré, donc il faut que je fasse un to do récupérer mixin. Ah ouais, ça va être peut-être un petit peu long pour le nettoyer. Bon, on fera ça. Je vais le faire soit ce soir de mon côté, soit on le fera demain. Il faut que je règle ce truc-là. Parce que c'est un peu relou. Il faut que je me donne tous les droits. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais peut-être récupérer le projet de l'autre truc. Bref, voilà. Je vous reprends un petit peu et après je vais vous laisser. Léni, Speed, bon courage avec la pénurie de cartes graphiques. Et pas que de cartes graphiques, hein, il y a de la pénurie sur quasiment tout. Comment installer Node.js? Alain, il faut que tu ailles sur le site Node.js et que tu installes Node.js, tout simplement. Tu vas retrouver le package pour le télécharger. Speed, j'ai décidé d'attendre quelques mois du coup. Sage décision. Et Hugo, si je dois changer de Mac dans quelques années, je ferai peut-être en free et pourrais passer ça en frais d'entreprise. Ouais, aussi, pourquoi pas, bien sûr. Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer TypeScript avec Nuxt? J'ai un peu peur de le faire parce que j'ai eu des retours qui m'ont indiqué que c'était pas forcément très stable et très fiable, donc pour l'instant je l'ai pas fait. Et en front, j'ai encore un peu de mal à voir la pertinence d'utiliser TypeScript. Je la vois pour le back, mais pas encore pour le front vraiment. Bonne journée Sarah, bonne journée Arnaud, bonne journée Alain. Bah écoutez, je vous souhaite à tous bonne journée d'ailleurs, et on se retrouve demain pour continuer un petit peu ça. J'espère que ça vous a plu, c'est un peu différent là, pour le coup on est sur du code vraiment, et ça nous change. Et voilà, on se retrouve demain à 8 h. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao.
Stay hungry. Stay hungry.